J'ai cru que peut-être il serait raisonnable, non pas de vous présenter les différentes étapes de la perestroïka, et surtout de vous raconter la fin, vous la connaissez tous, mais de réfléchir sur le pourquoi. Le pourquoi, l'effondrement d'un système, d'un État, de la deuxième superpuissance mondiale. L'essentiel, enfin la source de cette implosion intérieure venait après tout d'un conflit, de conflits intérieurs, quasiment enfin comparable à ce qui s'est produit avec le réacteur à Tchernobyl, d'un conflit à l'intérieur de cette construction, à la fois politique, sociale, économique. Le conflit, après tout, entre le message annoncé, entre la façade déclarée et la réalité, et les moyens, d'atteindre à des objectifs officiellement annoncés. Deuxième raison de cette implosion, toujours intérieure, c'est le conflit qui était en gestation à l'intérieur de ce système, de cet État, entre la société qui était en train d'évoluer, de se moderniser, de se transformer, et ceci en partie et considérablement comme résultat d'un système et d'un régime avec les objectifs qu'il s'est fixés, avec la modernisation, l'industrialisation, l'éducation et le reste. Donc le conflit entre cette nouvelle société, qui à partir d'un certain moment, d'un certain stade, a produit un conflit entre le niveau, la complexité, l'évolution de la société et le carcan du régime de système politique qui cherchait à le diriger et à l'orienter. Et donc c'est ce conflit qu'a produit le phénomène Gorbatchev. Je continue à croire que Gorbatchev est autant la grande personnalité politique que phénomène produit par cette société, parce que représentative de toute une génération, une autre génération post-stalinienne, une génération moderne, une génération éduquée, ayant fait l'université de Moscou, ayant voyagé à travers le pays et croyant et espérant à ce que cet espace de la Russie, de l'Union soviétique, puisse être géré différemment. Qu'il n'a pas besoin, de l'énormité de l'armée, du KGB, de la police politique, de la censure, pour tenir cet ensemble. Un historien soviétique à l'époque, Gefter, se référait à la Russie comme le monde des mondes. Cette énormité de cet espace pouvait être, dans la pensée de Gorbatchev, être gérée de la façon démocratique. Comment, finalement, a-t-il réussi à démonter ce monolithe? Je crois que ni Karadankos, ni Annie Krigel, ni l'armée des autres soviétologues de l'époque n'auraient pu prédire cette autodissolution, quasiment en douceur, de cet empire soviétique. Mais il a procédé finalement de la sorte, je dirais, comparable à ce qu'ont utilisé les dissidents quand ils ont commencé à défier le système soviétique. Puisque Sakharov, mais aussi les autres, finalement, ce qu'ils ont exigé à partir d'un certain moment au pouvoir soviétique, respectez vos propres lois. Et pareil pour Gorbatchev, parce que tout un bon communiste convaincu en la supériorité, au départ, de toute façon, de ce projet, de ce régime, dans sa forme peut-être idéale, d'abord épuré du stalinisme et ensuite, même pas trop léniniste, il a dû se poser les questions, mais surtout mettre cette société, mais la classe dirigeante aussi, le comité central, son propre bureau politique,
au sein duquel, il faut bien le rappeler, il était à tout le temps le menchevique. Le menchevique, je vous rappelle, celui qui représentait la minorité. Il était à chaque étape, quasiment, pratiquement, de l'évolution politique de son projet dans la minorité. Et donc, il courait de la façon permanente le risque, enfin, du destin d'évacuation comme Khrouchtchev. Donc, il se disait, si le communisme représente le pouvoir du peuple, pourquoi refuse-t-on à ce peuple de choisir, de confirmer, d'accorder la légitimité à ce pouvoir par les élections? Pourquoi usurpe-t-on, et ça c'est le terme que Gorbatchev utilise dans les réunions du bureau politique, et maintenant c'est publié les protocoles, sur quelle base le parti usurpe-t-il le droit de diriger le pays, le système? Si le socialisme est le projet qui doit donner la priorité, qui doit apporter des avantages qu'on connaît aux travailleurs, pourquoi ces mêmes travailleurs ne profitent-ils pas, enfin, du niveau de vie, de la protection, y compris sociale, comparable à celles que connaissent leurs collègues à l'étranger? S'il s'agit de pays soviétiques, de pays communistes, comme d'un pays qui est à l'opposé de l'impérialisme, pourquoi se comporte-t-on de la façon impérialiste par rapport à nos voisins de l'étranger proche, mais en Afghanistan? Il a terminé par une conclusion de la nécessité de faire un choix capital. Soit il s'acharne à maintenir le système, mais il voyait déjà que ça représentait le risque de l'effondrement dramatique, d'ailleurs apportant un risque du conflit mondial. N'oublions pas que nous étions en pleine guerre froide à l'époque. Soit il choisit le maintien de l'État en sacrifiant le système. Le maintien de l'État à qui il, à ce moment, était déjà déterminé à accorder une nouvelle légitimité que la légitimité idéologique usurpatrice d'un projet léniniste et bolchevique, donc démocratique. Et deuxième choix devant lequel il s'est retrouvé, c'est le choix entre le maintien du pouvoir, l'automaintien du pouvoir et la poursuite de son projet. Et c'était un choix à laquelle il a fait face à partir de août 1991, parce que, bon, il a fait tout le chemin ensemble avec le parti qui n'a pas voulu se réformer, avec le système qui a démontré les impasses et l'incapacité d'être réformé, d'être remplacé. Et il a constaté qu'à la fin de ce chemin, il n'y a que deux portes. Une porte qui mène vers place Tiananmen, si on veut se maintenir au pouvoir, sauf que cette place s'appellerait la place rouge. Et l'autre porte, c'était le putsch. Soit l'un, soit l'autre, et en refusant le choix de la porte de Tiananmen, donc le retour à la répression comme moyen du maintien, même de sauvetage, non plus déjà du système, mais même de l'État soviétique, déjà non idéologisé, Gorbatchev, évidemment, a signé de sa propre main le verdict du putsch qu'il a écarté, le premier putsch en mois d'août, le deuxième, celui de Yeltsin, au mois de décembre, du pouvoir, mais en acceptant volontairement son départ de pouvoir, en s'inclinant pas devant les trois signatures de la Troïka de Belovej, mais devant le vote des institutions, c'est comme ça qu'il l'explique, Gorbatchev, devant le vote des parlements russes, bélarusses, ukrainiens, devant ces institutions qu'il a mis tant de peine à créer, à faire élire, pour la première fois quasiment dans l'histoire avec les élections libres, Gorbatchev a fait avancer son projet au-delà du point de non-retour et au-delà de son propre terme
de l'exercice de dirigeant soviétique. Premier et dernier, devenant premier et dernier président de l'ex-Union soviétique. Je m'arrête.